L'enquête de la matinée. Il est 9h19, merci d'être avec nous avec cette question ce matin, puisque Emmanuel Macron est à Mulhouse pour parler communautarisme ou plutôt séparatisme islamiste. On parle ce matin du communautarisme en France. La bataille est-elle déjà perdue? On en parle ce matin avec Barbara Lefebvre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante et essayiste, auteur de C'est ça la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça aux éditions Albin Michel? Vous avez aussi collaboré en 2002 à l'ouvrage collectif Les territoires perdus de la République sous la direction de Georges Bensoussan. Et puis Nadir Kaya, bonjour. Bonjour. Vous venez assez souvent sur Sud Radio. Vous êtes président. Je vous en prie, président de l'association Banlieue Plus. Et nous aurons aux alentours de 9h30 Bernard Ravet, qui est ancien principal de collège et auteur du livre Principal de collège ou imam de la République aux éditions Kéro ce matin. Avec cette question, donc on la rappelle, communautarisme en France, la bataille est-elle déjà perdue? Bonjour à vous deux déjà. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin, avec nos auditeurs aussi sur Sud Radio. Avec cette question, je vous la pose telle quelle. Donc communautarisme en France, la bataille est-elle déjà perdue? Est-ce qu'on arrive trop tard finalement, Nadia Remadna? Ah non, moi, c'est pas Nadia Remadna. Non, c'est Barbara Lefebvre. Barbara Lefebvre, oui. Autant pour moi. Non, oui, mais arrive-t-on trop tard? Bon, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les circonvolutions sémantiques là depuis quelques jours. Alors, on a eu la radicalisation, on a bien épuisé ce mot, surtout quand on a commencé à utiliser ce mot aussi pour les gilets jaunes. Alors maintenant, tout le monde est un radicalisé. Dès qu'on commence aussi à être un petit peu dans l'opposition au gouvernement, on se trouve taxé de personnes radicalisées dans ses opinions. Le communautarisme, il faudrait aussi être capable de véritablement le définir. Alors maintenant, on nous en a trouvé un troisième mot, c'est le séparatisme. Le séparatisme ne me semble pas être le mot le plus approprié, d'ailleurs. Il considérait que le communautarisme avait aussi des notions positives. Bah bien sûr, oui, voilà. Mais c'est justement ça. Je pense que utiliser le terme de séparatisme, c'est justement pour faire accepter l'idée qu'on est dans une situation de communautarisme à l'anglo-saxonne. Les communautés, c'est une chose. Qu'une nation soit composée de différentes communautés, ça, en soi, oui. Sauf que les communautés ne doivent pas mettre en premier plan leurs intérêts particuliers et faire prévaloir leurs intérêts particuliers pour s'émanciper de la règle commune. Ça devient le communautarisme, d'accord? Des communautés, la communauté musulmane, même si elle n'est pas constituée, instituée, elle existe. La communauté sikh, elle existe. Mais ces gens-là ne viennent pas nous dire qu'ils veulent faire prévaloir leurs lois sur les lois de la République. En revanche, les islamistes, que je distingue clairement des musulmans, vont, eux, vouloir faire prévaloir. Et dans ce cas-là, on est dans le communautarisme. Le séparatisme, c'est de dire qu'il y a une volonté de sortir d'un ensemble national pour former une entité politique distincte de l'État. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Au contraire, les islamistes, tels que les frères musulmans notamment, ont carrément infiltré un grand nombre aujourd'hui d'équipes municipales, par exemple. Il y a des livres, que ce soit le livre de Didier Deninx ou le livre d'Ef Cheftel, aujourd'hui, Le maire et les barbares, qui va sortir demain, montre bien qu'il n'y a pas besoin de faire un parti islamiste ou un parti je ne sais quoi. Ils sont déjà là, parmi les partis en place, parce que vous avez des élus de la République qui, depuis 20 ans, ont pactisé avec ces gens-là. Alors Nadir Kaya, comment vous l'expliquez cette montée de... Alors, je ne sais pas si vous appelez ça le communautarisme ou le séparatisme islamiste. Moi, j'appelle ça très simplement la division entre Français. Je rappellerai qu'en 2016, M. Valls, alors Premier ministre, à son départ, avait évoqué qu'il existait un apartheid social, ethnique et territorial. Pour moi, c'était très intelligent de sa part, notamment pour le fait qu'il n'avait pas fait grand-chose politiquement, mis à part rajouter de l'huile sur le feu et à mettre de côté cette fameuse communauté musulmane ou cette communauté des banlieues. Je pense qu'il faut revenir à des choses assez simples. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont liées à des aspects avant tout sociaux, économiques, politiques, et qu'il faudrait réunir tous les Français autour de la nation, les accepter tels qu'ils sont. Moi, j'ai plus envie de jouer sur ces mots-là, ces mots qu'on a appelés parce que qui sont mis en avant depuis des années, comme l'a rappelé Madame Lefebvre juste à l'instant. C'est des mots qui renvoient à certaines choses, à des peurs, à une certaine violence, mais qui continuent à isoler cette partie de la société française, notamment la communauté musulmane. C'est-à-dire que la communauté musulmane subit finalement elle subit aussi malheureusement, même quand il y a eu les attentats, parce que les personnes qui ont commis ces attentats étaient des personnes qui se revendiquaient de l'islam. Donc moi le premier, à chaque attentat, quand on avait malheureusement un attentat, on
on espérait, entre guillemets, que ça ne soit pas un musulman ou une personne qui crie Allahu Akbar. Donc à chaque fois, on était touché encore plus que n'importe quel citoyen français. Donc ça, c'est une chose. Mais à partir de là, il y a un passif avec l'État français, sa façon d'intégrer ces Français comme n'importe quel Français. Et je pense qu'il y a des politiques qui ont échoué depuis très longtemps, des politiques de gauche essentiellement, mais aussi de droite, on l'a vu aussi avec Sarkozy, qui ont amplifié des problématiques qui sont liées à des affaires, à des histoires sociales et économiques. Donc il y a un passif, et aujourd'hui, reparler de ces sujets-là, pour moi, c'est encore mettre de l'huile sur le feu. Certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en banlieue. Effectivement, il y a des banlieues, mais je pense qu'il faut regarder les choses d'un angle républicain. Et prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur à tous les niveaux. Certes, il faut rappeler les responsabilités des politiques, mais celles des citoyens. Moi, je suis partisan de dire que si les choses ne vont pas, on a aussi notre part de responsabilité, notamment dans les quartiers populaires. C'est à nous de prendre part de façon plus forte au débat politique. On le voit actuellement dans les quartiers, notamment avec les municipales, il y a beaucoup de dynamique. Et moi, j'invite les musulmans ou les Français de confession musulmane à s'appliquer un peu plus. On parle de communautarisme, on a dit qu'il y avait une communauté musulmane, certes, mais je pense que c'est une communauté, bien au contraire, qui est complètement désorganisée. Et elle a aussi, comme toutes les communautés, le besoin et la nécessité de s'organiser pour vraiment s'impliquer. Justement, le problème, c'est que l'islam consulaire qui pendant longtemps a servi justement à essayer d'organiser cet islam sur des bases nationales d'origine, c'est-à-dire on avait l'islam algérien, l'islam marocain, l'islam turc, etc., l'islam comorien, que sais-je. Bon, tout ça a participé aussi à cette impossibilité pour les secondes générations, les troisième générations de se sentir pleinement français, parce qu'ils étaient toujours ramenés à l'identité nationale de leurs parents. Et sur cet islam consulaire est arrivé à la fin des années 90 et surtout au cours des années 2000, cet islam politique venu d'abord du Maghreb, évidemment, en particulier de l'Algérie, à travers les grands émirs du Fils, etc., qui sont venus s'implanter en France et qui eux-mêmes prenaient à la fois leur argent et leurs idées des Émirats du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite et le Qatar. Qui en même temps amenait non seulement l'idéologie mais l'argent. Et c'est là effectivement que la foi musulmane s'est transformée en une idéologie et que les musulmans de France, du fait peut-être aussi de leur inorganisation, ont laissé les islamistes se prétendre d'une quête d'origine, de repères peut-être qui existent à ce moment-là. Mais en tout cas, ils ont laissé ces islamistes. Certains sont des islamistes en costume 3 pièces. Il ne faut pas s'imaginer arriver voir le barbu horrible avec sa djellaba qui fait peur, etc. C'est pas ça. Quand vous dites qu'ils ont laissé les islamistes, ça veut dire quoi? Parce il y a une naïveté qu'à un moment du donné, politique les politiques avaient besoin d'interlocuteurs. Et quand il y avait des interlocuteurs musulmans qui justement étaient parfois républicains, qui aspiraient à cette intégration, comme on avait vu dans la marche des beurs, etc., on avait derrière, au contraire, ces islamistes qui, eux, disaient non, il faut que vous soyez fiers de votre identité, mais l'identité, en réalité, que promeuvaient ces gens-là, c'était une identité politique, d'un islam politique. Et les élus ont trouvé que ces gens-là savaient mieux organiser. C'était des meilleurs managers de l'islam que, effectivement, le musulman de base qui, lui, avait envie d'une organisation peut-être un peu plus souple et un peu moins soumise à un carcan étatique. Or, l'État français a voulu, à un moment donné, des interlocuteurs et ils se sont choisis les pires interlocuteurs. Je suis désolée, c'est Monsieur Sarkozy qui a adoubé l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, dont on sait très bien qu'ils sont liés aux frères musulmans. Et vous avez aujourd'hui l'Association des musulmans pour l'islam de France, qui sont très peu représentatifs de la masse. Exactement. Vous avez aujourd'hui j'aimerais bien qu'on le signale, c'est très important. Et justement, là, le président Macron risque d'adouber la MIF. La MIF est composée d'un certain nombre de personnalités venues de l'islam politique, Monsieur Bajrafil, Monsieur Tarek Obrou et d'autres, et ils sont en train de nous expliquer que ces gens-là sont représentatifs. Mais représentatifs de qui? Moi, ce que j'aimerais, c'est que les musulmans de France, et en particulier aussi les Français qui sont de culture musulmane et qui n'ont pas envie qu'on vienne leur coller une étiquette religieuse, puissent dire haut et fort, comme certains juifs le font, je ne me sens pas représenté par ces gens-là autoproclamés et que l'État vient adouber comme étant nos représentants. Non, il y a des gens qui ne sont pas les représentants d'une communauté qui n'ont pas le droit de s'arroger cette représentativité. Et pourquoi Nadir Kaya, effectivement, ces musulmans ne montent pas au créneau, justement? On a une évolution quand même du CFCM, d'une certaine façon, qui évolue, qui justement... Non, mais le CFCM, là aussi, c'est un... Pour vous, il n'est pas représentatif? Ah non, pas du tout. Moi, je côtoie tous les jours la communauté musulmane à travers des actions citoyennes, le fait de vivre avec les uns et les autres. Il faut savoir que le premier parti entre guillemets politique dans les quartiers, c'est l'abstention. Et qu'il faut savoir également que la communauté musulmane, elle aussi... très simplement, ne vote pas principalement. Donc après, c'est vrai qu'il y a un jeu malsain politique.
Par rapport à tout un ensemble de choses, il faut revenir aussi à des aspects historiques. Je vais prendre ma personne, parce que je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais moi, à 20 ans, je ne me sentais pas français parce qu'on me renvoyait à mes origines algériennes. J'ai eu du mal. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans, j'ai une vie de famille, je suis assez équilibré. Je suis très fier d'être français, mais également d'être algérien. Je suis ni 50-50, je suis 100% les deux. Je suis pleinement banlieusard, de confession musulmane, ça m'embête de le dire, mais aujourd'hui, c'est aussi malheureusement des débats où il faut absolument parler de son aspect religieux. Ça m'embête parce que c'est quelque chose qui est très intime, mais aujourd'hui c'est sur la place publique. Mais comme l'a rappelé Madame Lefebvre, il y a aussi, je pense, la part de responsabilité qui est hyper importante des politiques, parce qu'ils se sont joués de cette situation ou de cette désorganisation, ou aussi de la méconnaissance des médias et des individus des quartiers populaires par rapport aux aspects politiques. Et aujourd'hui, on le voit encore, c'est très flou. Moi, je veux bien qu'on accuse certains de vouloir faire de l'islam politique, ce qu'on appelle l'islam politique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais moi, je pense que les premiers responsables sont les hommes politiques, parce qu'ils sont élus par une grande majorité de Français pour subvenir, pour résoudre les problèmes du quotidien, et non pas de rentrer dans l'ingérence du culte. Moi, ça me dérange. Autant je peux dénoncer l'ingérence des pays d'origine dans le culte musulman, c'est un fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, il doit y avoir un islam de France qui doit être alimenté intellectuellement, politiquement, socialement, à tous les niveaux par des Français de culture musulmane, de confession musulmane. Mais il est hors de question qu'il y ait de l'ingérence de l'extérieur, mais également des hommes politiques français. Voilà, vous voulez réagir 0826 300 300, ne bougez pas, on revient dans un instant. C'est le grand matin de radio, il est 9h30. L'enquête de la matinée. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec nos invités. Ce matin, Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste, auteure de C'est la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça aux éditions Albin Michel? Et puis Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus. Et des invités aussi en ligne ce matin avec Noam Anouar, qui est délégué syndical Vigipolice, co-auteur du livre La France doit savoir. Un flic chargé de la surveillance des islamistes raconte chez Plomb. Noam, bonjour. Bonjour Noam Anouar. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes en réunion en parallèle, donc c'est gentil de nous consacrer quelques minutes. Je voudrais savoir très rapidement, tout d'abord pour commencer, communautarisme et radicalisation, c'est la même chose ou pas selon vous ? Alors déjà, effectivement, quand on emploie le terme de communautarisme, je pense que en matière, en tout cas, de politique et de communication politique, il faut être plus concret. Est-ce qu'on pense à l'islam ou pas, spécifiquement ? Parce que, a priori, vous savez, les communautés étrangères en France sont relativement nombreuses. Elles ne se catégorisent pas, elles ne se distinguent pas forcément sur des critères religieux. Parfois, on peut avoir des critères ethniques. Vous savez, vous avez une communauté sikh, sri-lankaise, une communauté turque, une communauté juive. Et donc, est-ce que finalement, on décide de lutter contre le communautarisme dans son ensemble, pour justement, dans un souci d'unification républicaine, ou est-ce que c'est un communautarisme qui cible spécialement les musulmans? Ensuite, moi, je n'ai pas d'idée précise sur la question. Je pose la question tout simplement. Et donc voilà, je pense qu'il faut être beaucoup plus franc déjà dans la façon de présenter le problème, si problème effectivement il y a. Ensuite, moi, si vous voulez, je suis pas partisan de ce débat et de la façon dont il est présenté justement à un mois des municipales. Si vous voulez, parce que moi, je suis de par ma culture policière, quelqu'un qui pose des problèmes et qui essaye en tout cas d'esquisser des solutions pour pouvoir améliorer le vivre ensemble et assurer justement la paix publique. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que moi j'ai l'impression en fait qu'on a des effets d'annonce, qu'il s'agit finalement de communication un peu stérile à l'aube des municipales pour pouvoir. C'est quoi? C'est des paroles mais pas d'actes en fonction justement des élections qui se rapprochent. Moi, j'ai par exemple, de façon plus concrète, je me souviens d'une conférence de presse qui avait été organisée Place Beauvau il y a environ 2 mois, où le ministre de l'Intérieur avait désigné 15 quartiers sensibles sur lesquels on allait exercer les pouvoirs de coercition de l'État, les pouvoirs de contrôle. C'est le cas notamment du quartier populaire de Mulhouse. Et la liste n'avait pas été communiquée, on nous avait promis des résultats à court terme, et donc on n'a même pas obtenu les résultats justement de cette communication, qu'aujourd'hui on nous parle d'une note de la DGSI qui aurait fuité et qui dresserait la liste de 150 quartiers qui seraient sous l'emprise de l'islamisme radical. Donc moi, écoutez, pour avoir travaillé en partenariat avec la DGSI pendant plusieurs années, j'ai beaucoup de difficultés déjà à croire qu'une note peut fuiter et se retrouver dans la presse du jour au lendemain. En général, on l'a fait fuiter, c'est ça. Voilà, et quand elle fuite justement en diligençant
lance une enquête administrative, on essaie d'identifier la fuite. Et là, aujourd'hui, au contraire, le pouvoir politique a tendance à commenter justement cette fuite et à se servir de cette fuite comme marchepied pour pouvoir finalement annoncer un plan avant les municipales. Ça a été la communication de l'Élysée. Donc, pour moi, c'est assez douteux, si vous voulez, comme procédé. Donc, et je doute justement du fait qu'on puisse avoir des avancées concrètes au sein de la société française. Si on veut combattre c'est quoi, c'est que les politiques, ils ont peur justement de prendre des décisions. On avait Sébastien Chenu du Rassemblement National qui nous disait notamment il y a cette peur d'embraser finalement d'une certaine façon les banlieues ou les quartiers populaires. Je suis pas sûr qu'il s'agisse de peur. Je crois que c'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est-à-dire que les communautés étrangères aujourd'hui et les communautés religieuses d'ailleurs sont un fait établi. C'est-à-dire que les élus s'accommodent parfaitement de cette situation et s'en servent même à des fins électoralistes. Vous voyez, c'est pas tous les élus, mais certains en tout cas en profitent largement. Et je crois qu'ils n'ont pas du tout l'intention de combattre justement le communautarisme, mais bien au contraire de s'en servir. Sauf qu'en France, notre modèle de référence, c'est pas le modèle anglo-saxon selon lequel les communautés vivent les unes à côté des autres. Mais en France, on a un idéal républicain justement qui vise à unifier la population sans distinction de couleur, d'idéologie, d'orientation sexuelle ou de religion. Et aujourd'hui, on en est très loin en fait. Finalement, on admet on va dire une similarité, une similitude avec le système anglo-saxon et on parle de communautés juives, de communautés musulmanes. Et finalement, vous savez, le livre de Davelhomme en fait... Inch'Allah en fait état, c'est-à-dire qu'un terrain, un bail amphithéotique, ça fait 3 mandats pour un maire. Et moi, si vous voulez, en tant que... Moi, je suis très attaché à la francité, à mon identité française. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus d'ambition, c'est-à-dire qu'on m'achète pas avec un terrain pour construire une mosquée. Moi, j'ai des enfants, je suis demandeur de services publics, de santé, d'éducation, de police municipale, de vidéosurveillance, de transport public. Et quand on me parle et on me dit, finalement, tu faut voter pour moi parce que tu vas avoir un terrain pour construire ta mosquée, je me sens insulté, en fait. Voilà, merci, Noam Anouar, on vous libère. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ces quelques minutes sur Sud Radio. Barbara Lefebvre là-dessus, parce qu'on a un discours fort là-dessus. Les politiques se serviraient du communautarisme. Mais bien sûr, ce qui vient d'être dit est très juste. De toute façon, les baux amphithéotiques, c'est contraire à la loi de 1905 et c'est systématiquement détourné, contourné par des élus de la République. Donc c'est déjà eux qui devraient donner l'exemple, au lieu de fustiger, comme ils disent, le communautarisme, alors qu'en réalité, ils l'entretiennent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, dans les mesures, la seule et unique mesure qui va être annoncée, parce qu'il a déjà fuité dans la presse que ce sera un discours assez creux, on nous parle de l'argent. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, faut pas l'oublier, son prisme pour régler tous les problèmes, c'est le prisme économique. Il a décidé que le problème de l'islam, c'était les problèmes d'argent. Parce que l'argent viendrait de l'étranger. Aujourd'hui, on sait déjà qu'en réalité, les frères musulmans en particulier, on va dire la sphère fréro-salafiste, elle est quasiment autonome financièrement. Elle n'a plus besoin d'aller chercher les pétrodollars. Et lui, il a décidé que justement, la MIF, donc, qui a 2 branches, l'Association des musulmans pour l'islam de France, a une branche culturelle qui va être dirigée par monsieur Hakim El Karoui, qui était, comme lui, banquier à la Banque Rothschild, peu importe qu'ils étaient à la Banque Rothschild, peu importe, mais enfin, ils se connaissent depuis cette époque-là. Et la branche cultuelle, l'association Loi 1901 cultuelle, sera dirigée par monsieur Tarek Obrou, dont on sait quel est le pédigré, même si bien sûr aujourd'hui c'est un frère musulman défroqué, peu importe. Et parce que monsieur Macron a décidé que c'était l'argent la clé de tout, et donc il va nous inventer la taxe halal et la certification halal. Et qu'avec ça, l'argent allait être propre, entre guillemets, et comme si tout ça allait permettre de régler les problématiques d'islamisme en France. Étranger, notamment. Parce que pour monsieur Macron, tout passe par l'argent. Mais la question, elle n'est pas là. Ce que vient d'être dit, c'est justement ça. Les Français de confession musulmane ou les Français de culture musulmane ou les Français d'origine musulmane mais qui ne pratiquent pas ont envie d'être d'abord traités comme des Français à part entière, et on doit même les traiter comme des Français à part entière et arrêter de toujours ramener tout le monde à sa religion. Ça vaut pour eux, ça vaut pour les Juifs, ça vaut pour tout le monde. Il faudrait cesser d'instrumentaliser à des dates précises à la fois l'histoire de certaines communautés, les origines des uns et des autres, mais qu'on nous traite enfin comme des Français et qu'on se soucie surtout de notre sécurité, parce qu'aujourd'hui vous avez des populations dans les banlieues qui sont 80% tranquilles et otages de 20% de familles qui leur pourrissent la vie. Nadir Kaya, on va vous faire réagir dans un tout petit instant, juste le temps d'avoir notre auditrice Valérie qui vient de Toulouse. Bonjour Valérie. Bonjour, comment allez-vous et bonjour à tous vos invités. Très bien. On est très heureux de vous avoir en ligne, allez-y.
Alors moi je pense que la France a toujours, depuis toute son histoire, elle a toujours voulu faire nation avec ses habitants. Il faut comprendre que la France, on est français avant d'être catholique, avant d'être juif, avant d'être musulman, avant d'être LGBT. On fait nation parce qu'on a ce creuset historique qui fait qu'on est français avant d'être autre chose. C'est ce que vient de dire Barbara Lefebvre. Exactement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, puisque est-ce que ça va apporter quelque chose, ce que va annoncer Macron. De toute façon, on est dans un tel état aujourd'hui que rien n'est désespéré, mais plus on attendra pour refaire venir ces 20% de familles qui foutent le bordel dans les banlieues à cause de ce communautarisme, eh bien plus on attendra et plus ce sera douloureux des deux côtés. Mais ne jamais perdre de vue qu'on est d'abord, quand on vit sur le territoire français, on est d'abord français avant d'être autre chose. Merci Valérie pour ce de témoignage. Toulouse. Merci pour votre témoignage. On l'aura compris, le combat n'est pas perdu, mais il faut agir vite. Nadir Kaya, justement, sur cette question-là. Alors, après ce que j'ai entendu, moi je suis d'accord sur pas mal de points. Après, il y a des choses qui sont, comme je dis, il faut revenir sur le passif, sur l'histoire. Ok, on est tous français, on a des confessions différentes ou pas, des croyances ou pas. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord sur ce que j'ai entendu, mais aujourd'hui, qui a la main sur cette réalité? Ce sont les politiques. On sait très bien que ce sont des effets d'annonce, ça a toujours été comme ça. On a toujours, nous, à notre niveau, au sein de Banlieue Plus, de nos quartiers, d'autres associations, d'autres réseaux, essayé d'expliquer au président en place qu'il fallait absolument faire un espèce de Grenelle sur les quartiers populaires avec toutes les problématiques qui sont liées aux quartiers populaires, mais aussi toutes les compétences. On ne nous entend pas depuis des années parce qu'il y a un jeu politique. On a parlé de clientélisme, il y a du réseau, des amis, pas d'amis. C'est très compliqué. Donc moi, les effets d'annonce comme ça, je sais très bien que ça mène à rien. Ça fait 40 ans que c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce qu'il y a aussi des problèmes qui sont liés à ces hommes politiques, on en a parlé aussi, mais il y a des réalités, les discriminations, les inégalités qui existent, qui sont persistantes aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on tape sur une minorité de personnes en banlieue qui foutent le bordel, les trafiquants, les gens qui influencent les jeunes, les incivilités, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut qu'on s'occupe principalement de la majorité. Et s'occuper principalement de la majorité, c'est vouloir les considérer comme des Français, comme les autres. Je rappellerai que la banlieue, c'est pas que des jeunes, la banlieue, c'est pas que des musulmans, ce sont des femmes, des hommes de toute origine, même si dans certains quartiers, on a concentré ethniquement, socialement des individus. Ça, c'est aussi le côté pervers de la politique française aujourd'hui. Mais il faut le dénoncer. On a concentré dans des beaux quartiers aussi tout à fait. On peut parler de la mixité sociale aujourd'hui qui est une catastrophe. Il y a des villes qui sont épurées comme ça. On ne met pas de noirs et d'arabes. On préfère payer une amende pour garder quelque part des rues bien blanches. Je suis désolé d'employer cette sémantique-là, mais c'est une réalité pour expliquer certaines choses. Moi, ça me désole. Je vous l'ai dit. J'ai vu l'évolution des quartiers. Des banlieues et de la France. 2020, aujourd'hui, aborder ces sujets-là, communautarisme, voilà. Ça m'emmerde parce que je sais que politiquement, il n'y a pas de volonté. Il y a une opinion publique aujourd'hui qui était défavorable au fait d'investir dans les quartiers parce qu'on a dit pendant, ça fait 40 ans qu'on donne de l'argent en banlieue. C'est totalement faux. L'argent n'est pas géré par les habitants eux-mêmes, mais par des maires, par des départements, par des régions, donc par des politiques avant tout. Donc s'il y a eu faillite dans les quartiers populaires... Et par des associations complices des élus. Mais ça à un moindre niveau. Ça, c'est encore certaines. Mais c'est à un moindre niveau. Minorité d'associations qui concentrent l'argent. Et on peut parler du clientélisme là-dessus, tout à fait. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais globalement, il faut aussi parler de l'aspect politique. Et moi, j'en reviens là-dessus par rapport à M. Macron et dire qu'il faut arrêter des effets d'annonce. On a Bernard Ravet qui est en ligne avec nous, qui est ancien principal de collège et auteur du livre Principal de collège ou imam de la République aux éditions du Cairo et qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Les galériens de la République, le coup de gueule d'un élu de campagne. Bonjour Bernard Ravet. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir patienté un tout petit peu. Le débat est très animé, vous l'entendez. Je voudrais savoir, vous avez été justement principal de collège du côté des quartiers populaires de Marseille. Vous avez ce vécu-là. Qu'est-ce qu'il peut faire le président de la République? Qu'est-ce qu'il peut annoncer tout à l'heure et dans les jours à venir? Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, il devrait répondre à une seule question. À mes yeux, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen. Comment peut-il se faire que dans certains quartiers, des enfants de 5 ans refusent de donner la main à leur maîtresse parce que c'est une femme? Et là, je suis loin du débat politique. Je suis loin, Monsieur Kaya dit, il faut que les politiques résolvent les problèmes. Je crois que cette réalité-là... pas que. Pas que, oui. Moi, j'attends pas tout de M. Macron. Non, mais moi j'attends sur le fait, et je crois que Barbara Lefebvre l'a dit assez loin dans le débat,
Nous sommes dans un cadre républicain. Nous sommes dans un cadre où il n'y a pas un esprit républicain, il y a une loi. La loi de 1905, aujourd'hui, est bafouée. Aujourd'hui, personne ne la défend. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut surajouter une quantité de choses. Moi, je dis aujourd'hui, il y a des jeunes en danger. Il y a des jeunes en danger parce que ils sont pris en charge dans des systèmes d'endoctrinement religieux qu'on ne peut plus nier. Déjà, en 2002, les territoires de la République l'avaient dénoncé. 2004, le rapport Aubin. Les notes de la DGSI, les unes après les autres. Il y a 149 mosquées salafistes identifiées par Gérard Collomb au moment de la prise de ses fonctions. On a dû en fermer 8. Donc aujourd'hui, il y a un problème. On confond, pour moi, les dérives radicales de l'islam et la majorité de mes parents d'élèves qui étaient musulmans et qui étaient complètement dans une vision républicaine de leur religion et qui n'essayaient pas de faire ingérer le religieux dans l'école. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être très vigilant. Moi, je pense que la loi de 1905 est notre cadre, que quand des imams, l'imam de Brest qui dit à des enfants « vous allez devenir des porcs et des singes si vous faites de la musique », pour moi ce monsieur est criminel. Ce monsieur est criminel. J'entends ce que vous dites, mais il faut nuancer. Dites la même chose de certains extrémistes juifs qui ont des propos similaires, des extrémistes cathos qui ont des mêmes attitudes. Après, les proportions, je ne les connais pas, je ne vais pas rentrer dans ces débats de chiffres, mais j'entends ce que vous dites. Là, vous êtes encore dans un discours qui est toujours le même. Vous donnez l'impression, même si vous donnez des chiffres en disant que c'est... Laissez parler Nadir Kaya. Même si vous donnez des chiffres en disant que c'est une minorité, mais le fait de dire ça, ça donne l'impression que c'est la majorité. Moi, j'entends plus ces discours. Vous avez commencé par un mot qui m'intéressait, c'est la République. Et j'aimerais que vous utilisiez ce même terme quand il y a des inégalités qui persistent. Il y a des rapports qui démontrent encore que les personnes les plus discriminées sont toujours les Maghrébins, donc aussi les musulmans pour certains qui sont de confession musulmane, notamment pour le logement et l'emploi. Donc parlez-moi de la République aussi pour ça. Parle du prisme qui est le mien. J'ai choisi d'être 15 ans principal de collège dans les quartiers les plus défavorisés de Marseille. Ben voilà, vous avez parlé de défavorisés, c'est là-dessus je pense qu'il faut se battre. Non, mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. Mais s'il faut se battre là-dessus, il faut aussi avoir la réalité du terrain. Que ces quartiers, vous savez, je dis souvent, et moi j'ai le prisme de 15 ans. On conclut, allez-y. Non, j'ai le prisme de 15 ans. Si. On est dans un ghetto économique. D'un seul coup, il y a des enjeux religieux qui est une reconquête d'un certain nombre d'imams issus du salafisme ou du tabligh, qui sont précis. Et j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, l'ensemble des musulmans, moi vous savez, mes parents d'élèves, certains n'étaient pas du tout d'accord de ce qui se passait dans certaines mosquées et ce que vivaient certaines on termine avec juste une question. Vous répondez par oui ou par non. Est-ce qu'on peut encore faire reculer, voire vaincre le communautarisme en France? Nadir Kaya. J'espère qu'on peut vaincre celui des élites. On peut parler du communautarisme des élites qui lui aussi produit aussi des aspects négatifs sur d'autres communautés. Après, c'est une question. Moi, je peux pas répondre par de volonté en tout cas. Moi, ce que j'aimerais qu'on arriverait à vaincre, c'est les inégalités. Parce que c'est quand même la source de beaucoup de problèmes. Barbara Lefebvre. Oui, s'il y a de la volonté politique et notamment, la première des choses, une vraie réponse sécuritaire dans ces quartiers pour mettre à l'abri nos concitoyens qui sont victimes justement des islamistes, parce que les islamistes, une fois encore, viennent s'attaquer aussi aux populations les plus défavorisées et les plus en difficulté. C'est ce qu'ils ont toujours fait dans tous les pays où, que ce soit l'Égypte, l'Algérie, partout, ils ne sont pas allés d'abord séduire dans les quartiers chics, ils sont allés là où il y avait du chômage, de la déshérence culturelle, éducative. Donc là, oui, on peut faire quelque chose, mais il faut du courage politique et ce courage n'existe pas pour l'instant. Et merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à Noam Anouar qui était avec nous un peu plus tôt. Le résultat de ce sondage, peut-être rapidement. Non, alors c'est moi qui vais le dire peut-être. Allez-y. Non, alors le temps juste d'ouvrir le téléphone pour tout vous dire. 75% de oui, le communautarisme en France, la bataille est déjà perdue. Vous répondez oui majoritairement à 75%. Et dans quelques instants, on reviendra sur les rois fous de l'histoire, les phobies, les mégalomnies, les schizophrénies. La folie royale en 14 portraits. C'est aux éditions First. C'est passionnant. On revient dans un instant, il est 9h49.